Alors, premièrement, je vais déjà supprimer ma base de données. Delete. Voilà. Vous avez tous un fichier qui s'appelle script.txt. Je vais créer ma base de données avec le script mycomics. Je vais ouvrir le même site web que vous avez. Fichier ouvrir, website. Vous êtes le groupe G22, donc démo groupe 22, data access. Voilà. Maintenant, j'ai ma page default. Dans ma page default, qu'est-ce qu'on a dit? Pour activer le cache, on peut l'activer sur SQL Data Source ou là sur Object Data Source. Bouton droit, propriété, et on a Enable Caching. Enable Caching, on va le mettre à true. Et la cache duration ou le poll time, on peut le spécifier, on va mettre 5000 millisecondes. Voilà. La même chose pour l'objet data source, bouton droit, propriété, enable caching, dans la partie cache, et vous l'activez, enable caching à true. Dans la partie de duration, cache duration, au lieu d'une façon infinie, on dit que c'est juste 5000 millisecondes. Voilà. D'accord? Maintenant, on va lancer un outil SQL Server qui s'appelle SQL Server Profiler. Cet outil, il permet de tracer toutes les requêtes qui sont envoyées depuis une application vers une base de données SQL. Il trace toutes les requêtes. Donc, vous lancez Windows, vous cherchez SQL Server Profiler. D'accord? Donc c'est un outil très intéressant. Quand vous installez SQL Server, que ce soit 2008 ou 2012, vous aurez automatiquement le SQL Server Profiler. Donc il permet de tracer toutes les requêtes envoyées, que ce soit via notre application qu'on a développée ou d'autres applications qui utilisent des bases de données installées sur nos machines. On peut même faire une traçabilité sur des bases de données distantes, sauf qu'on a besoin d'accès, on a besoin d'une permission. Si on a les permissions nécessaires, on peut tracer même les requêtes sur des bases de données distantes, on n'a pas sur nos machines. Donc vous cliquez sur New Trace pour une nouvelle traçabilité. Il vous propose la base de données que vous voulez accéder. Donc bien sûr notre serveur c'est point. Voilà. Dans la partie, vous sélectionnez dans la partie Event Selection et vous cliquez sur Column Filter pour filtrer par rapport à une base de données bien définie. Donc, New Trace, partie Event Selection, Column Filters. Vous choisissez Database Name ou là, nom de base de données. Kenash.
show all column. Show all column, par la suite column filter, et normalement vous allez avoir database name. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre comme base de données? C'est MyComics. Voilà. C'est bon? OK. Et on va lancer une traçabilité, run. Donc maintenant, trace start. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer, il va écouter sur la base de données, sur le serveur .localhost, base de données MyComics, et il va tracer toutes les requêtes qu'on va envoyer. Que ce soit des requêtes externes ou des requêtes internes. Même s'il y a des jobs qui tombent sur la base de données, il va les récupérer. On va lancer notre page default.spx et on va voir que dans notre trace, on a toutes les requêtes, que ce soit envoyées par notre application ou des requêtes internes. Donc là, c'est juste des ouvertures et clôtures des ports pour SQL Server, mais il y a le RPC complete, et là on voit notre select avec un where par rapport au titre. Et notre titre par défaut, c'est .NET Main. C'est bon? Vous avez eu ça? Non. Voilà. C'est votre demande. Bon, on continue. Maintenant, on a créé le cache et on a vérifié que, au départ, l'application exécute les scripts. D'accord? Donc, à chaque fois, il vérifie dans le cache. S'il voit qu'il n'a pas de données, il va accéder à la base de données. Maintenant, on va vider le SQL Server Profiler et on va faire une modification au niveau de notre table comics. Je fais un refresh. Donc on accède à la base de données MyComics, table, et on va vérifier, on va ouvrir notre comics et on va changer un champ qu'on affiche comme hier dans .NET Main, number 4, et on va changer
l'année, au lieu de 2003, on va mettre 2004. OK? On va vérifier dans notre application, dans notre navigateur, dans .NET Main, numéro 4, est-ce qu'il nous a ramené 2004? Il ne nous a pas ramené 2004. Pourquoi? Parce qu'il accède toujours au cache. Il n'accède pas à la base de données. Et si on vérifie dans notre profiler, il n'accède pas à la base de données. En fait, il n'exécute pas les requêtes. D'accord? Voilà, donc, derrière, il n'y a pas de requête qui récupère les données. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une dépendance, puisque on ne récupère pas les mises à jour. On a activé le cache, mais on récupère les données toujours depuis notre cache et non pas depuis la base de données. Premièrement, créer la dépendance au niveau de la base de données. C'est la première étape. Et pour le faire, on doit accéder à un outil installé dans l'installation Studio qui s'appelle SQL avec SQL. Donc, pour accéder à SQL avec SQL, il est dans ces deux points, Windows, Microsoft.NET, Framework, version 4.0. Et à l'intérieur, on a ASP.NET, RegSQL. OK? Donc il est dans ces deux points, Windows, Microsoft.NET, Framework, version 4. Quand on installe Visual Studio, il nous installe aussi les frameworks .NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.0 et 4.5.1. Le premier outil nous installe le framework, et dans chaque framework, il nous installe des outils nécessaires. Des outils comme l'activation de cache par rapport à une base de données. Des outils qu'on va avoir pour la gestion de tiers la gestion d'une base de données spécialisée pour gérer les numéros, les versions et les utilisations. Il obtient aussi des outils pour la gestion du serveur, donc des IS. Si on veut activer les fonctionnalités les plus spéciales dans notre développement, il faut accéder à ce répertoire. D'accord? Donc, pour lancer ASP.NET RegSQL, on ne va pas le lancer manuellement. Donc, pour le moment, on a RegBrowser, registre 2IS, mais on a aussi ASP.NET RegSQL. C'est un point exe qui permet d'activer le cache. Donc, pour le lancer, on ne va pas cliquer deux fois pour activer le cache, mais on va passer par une ligne de commande. La ligne de commande, on va faire CMD et on a ligne de commande spéciale pour développeurs. Donc, il faut lancer. Donc, il y a des lignes de commande spéciales pour les développeurs. Vous lancez CMD et vous cherchez une ligne de commande pour les développeurs Visual Studio de Windows et vous le lancez au mode administrateur.
bouton droit, lancer en tant qu'administrateur. Donc pourquoi on va utiliser un CMD spécial pour développeurs et non pas un CMD normal de Windows? Puisque un CMD spécial pour développeurs, il va accéder directement au répertoire .NET Framework 4.0. Et là, on a tous les outils. Et il suffit de spécifier ASP.NET regsql.exe pour exécuter notre outil. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? L'outil, il active le cache, premièrement, par rapport à la base de données. D'accord? Après, il active le cache par rapport à la table. Donc, il faut exécuter deux lignes de commande. La première, pour activer le cache au niveau de la base, et la deuxième, activer le cache au niveau de la table. Donc, à ASP.NET regsql, il faut spécifier la base de données. Pour spécifier la base, on a besoin de spécifier premièrement le serveur. -s pour le serveur et on spécifie localhost. Par la suite, on va créer une connexion avec la base de données MyComics. Donc -e, c'est pour lancer une connexion. -d, après on spécifie le nom de database. Et par la suite, on ajoute une permission. ED, ça veut dire une permission pour l'activation du cache au niveau de notre base de données MyComics. Ok? On fait entrer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on crée une dépendance SQL au niveau de notre base de données. Quand vous revenez vers votre base de données, vous faites un refresh, vous allez trouver une table que vous allez trouver qui est la là, il y a aussi des procédures storage pour la gestion de cache. Alors, c'est bon, ça marche pas. Il faut respecter la classe. C'est bon. Si vous vérifiez, vous avez un SQL caché. C'est une étape pour la gestion des tables qu'on va activer. Et aussi les procédures stockées pour la gestion des tâches. Les
procédures stockées pour la gestion des caches. Voilà. Donc, je reviens vers ma base de données. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, premièrement, la table ASP.NET SQL Cache Tables for Change Notification. Cette table, elle permet d'enregistrer les tables qu'on veut activer le cache. Et pour chaque changement au niveau données, il va incrémenter notre Change ID. Donc le table name, quand on va activer le cache, c'est la deuxième étape, quand on va activer le cache sur Comics, on aura le nom de la table au niveau de la table de notification, la date de création, et à chaque fois, pour chaque changement de données, on aura une incrémentation du Change ID. Et comme ça, nos procédures stockées, on a stored procédures, nos procédures stockées, ils vont gérer à chaque fois soit l'insertion, l'enregistrement de la table la première fois, soit l'exécution après chaque 5000 millisecondes, ou chaque 1 seconde, ça dépend du poll time qu'on va préciser dans la configuration, et aussi la mise à jour du Change ID. Voilà, maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est activer le cache par rapport à la table, par rapport à la comics, la table comics. Puisque, qu'est-ce qu'on a dit? Si on a plusieurs tables dans la base de données MyComics, il faut qu'on choisisse, il faut qu'on spécifie quelle table qu'on va faire un système de notification. Donc, pour notre cas, c'est comics. Donc, la même chose, la ligne de commande, notre ASP.NET SQL, on spécifie le serveur, on ajoute une connexion par rapport à notre base de données, et on met "-t" pour la table, on met le nom de notre table, c'est comics, et ce ne sera pas une permission au niveau de la base, mais ce sera une permission au niveau de la table. Entrée est là. Activation du SQL par rapport à la table. Activation de la table pour la développement de SQL Cache. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit avoir par rapport à ces développements? On doit avoir juste un ajout dans la table SQL Cache Dependency Table Notification. On doit avoir le table name rempli par le nom comics avec les montages de création et les change ID 0. Donc, on jette dans la table. La table de notification de cache. Je fais ici. Donc vous avez la table comics, la table de création et un change ID 0. Pourquoi un change ID 0? Parce qu'on n'a pas encore fait de changement au niveau de données sur la table comics. Ok? Maintenant, la première étape, au niveau de configuration par rapport à la base de données, c'est fait. Maintenant, on va faire la configuration au niveau site web. Donc, la première des choses, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le web.config. Donc, on va activer le SQL Cache Dependency au niveau de notre web.config. Bon.
il faut mettre la configuration à l'intérieur du système web. Donc, le système web, c'est toute la configuration sur le gestion de machine, gestion des rôles, gestion des profils, ce qu'on va voir par la suite, c'est à l'intérieur du système web. La même chose, on a vu une configuration auparavant par rapport à l'activation du master manage au deux sites web et aussi l'activation des termes pour apprendre un site web. On a mis cette configuration à l'intérieur du système web. C'est clair. Pour le cache, c'est la même chose. On va activer le cache pour tout le site web à l'intérieur du système web. Donc, si vous regardez dans votre site, vous avez une configuration et l'activation du cache. Donc, pour activer le cache, on a un cache-in, ok? Et on va activer un SQL Cache Dependency. On a Enable True, d'accord? Et on va spécifier un pull time à 5000 millisecondes. On peut spécifier tout ce qu'on veut, c'est en millisecondes. هذيك ما تبقاش خدامه هذيك اللي درناها هذا الاخر غياخذ هذه غياخذ الويب با كونفيغ. Voilà. Donc maintenant, on va créer sur le site web. Mais on a besoin de spécifier les bases de données sur lesquelles on va activer le cache. Et dans notre cas, donc le name c'est mycomics et le connection string name, on va prendre le nom de notre chaîne de connexion. Et je vais expliquer les technologies. À quoi ça sert cette configuration? Spécifiquement, on a spécifié la base. Donc ça c'est un nom. Pour accéder au cache, il faut rencontrer les bases de données, il faut rencontrer la chaîne de connexion de la base de données, là on a activé mais dans notre cas c'est le nom c'est mycomics, donc il va accéder à la chaîne de connexion et il va récupérer la connexion. Donc, si on met mycomics là, ça va pas marcher, il va chercher le nom qui est en train de il va trouver une chaîne de connexion qui s'appelle mycomics 1, et dans ce cas, on aura deux erreurs. Mais donc, les noms de l'état, c'est le moyen qui existe, c'est bon, il va accéder à notre source de données. Pour dire que votre site web peut être lié, à plusieurs sites web. Je peux faire la première base de données, la deuxième base de données, l'énième base de données. Mais je peux faciliter les tâches par rapport aux bases de données que nous avons. Il n'y a pas de problème. On peut avoir autant de chaînes de connexion. On peut avoir autant de chaînes de connexion. Maintenant, on a activé le cache au niveau du site web. Il faut qu'on fait une liaison entre notre SQL Data Source et le SQL Cache Dependency. Donc, propriété
sur le SQL Data Source et on a SQL Cache Dependency. Le SQL Data Source, il accède à la base de données MyComics et il fait une requête SQL sur la table Comics. Voilà. Deux points, le nom data. Comme ça. Il va exécuter une procédure qui va passer en paramètre MyComics. Il va chercher dans la table il va trouver qu'il y a un type de données qui s'appelle Comics. Il va vérifier si le change de données. Si le change de données est différent, il va exécuter la fonction. Sinon, il va récupérer une information depuis la région fiscale. Sur les cas, il faut qu'on ajoute dans la fonction stockée un nouveau table name. Un nouveau table name qui n'existe pas. Et dans la fonction stockée, il faut vérifier qu'il y a un space réglé. Mais il faut spécifier dans la fonction stockée le nom de la fonction. Il faut renforcer le nom de sur l'ancien A. D'accord. L'ancien A. Il faut ajouter manuellement le nom. Il faut ajouter manuellement le nom. C'est comme ça qu'on peut utiliser. Mais dans notre cas, on se explique juste cela. D'accord? Donc, MyComics, SQL Data Source. On spécifie MyComics et le nom. La même chose pour l'objet Data Source. Donc, l'objet Data Source, SQL Cache Dependency, MyComics, le point Comics. On sauvegarde, on fait une compilation du site web et on fait le test. Bon, on va changer, ou plutôt avant de changer, on va lancer notre profiler. On va vider le profiler, on va le lancer et on va exécuter la première fois notre page default. Automatiquement, qu'est-ce qu'on aura? Dans la partie data text, on va voir l'exécution de notre pouvoir, parce que le cache hésite. Donc on a besoin premièrement de remplir le cache. Et on y exécute la suivante. Le SQL, on spécifie la table, on récupère le tiers donné, le tiers donné. Et notre fonction stockée SQL pour les stores de procédure, on va vérifier le jour. C'est une base de charge immédiatement. Dans notre cas, il va juste remplir le cache. Maintenant, qu'est-ce qu'on lance en premier? On lance le .NET Main. On va essayer de changer des valeurs à l'intérieur de la table. Donc déjà, ici, j'ai le change ID 0. D'accord? Je vais changer dans la table Comics. Dans les données de title.NET Main, je vais faire pour le premier, le year 2004. Et pour l'ID 3,
je vais changer le hier vers 2005. Donc on a changé le premier vers 2004 et le quatrième, ou plutôt le troisième vers 2005. Ok? Comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un changement au niveau des données. Imaginez qu'on a une serveur. On a des pages d'édition. On a des pages juste d'affichage. Si j'ai deux utilisateurs qui travaillent en même temps, le premier veut récupérer les données, le deuxième est en train de l'envoyer. Dans le premier cas, sans activation de l'utilisation, il ne va pas avoir la modification. Par contre, pour le deuxième cas, il va avoir la modification. Chaque fois qu'il fait après, il y a deux instruments bien définis, il va avoir la modification. Une deuxième question. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si on change, ou plutôt on va faire un vide sur notre profiler, on va lancer et on va voir chaque 5000 millisecondes, il aura l'exécution de notre pool, notre processeur stocké du pool. On va exécuter encore une fois le dotnet main, on voit qu'il y a un changement au niveau du number premier et au niveau du troisième, qui n'était pas le cas au début. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y avait l'exécution de la procédure stockée SQL Cache Pooling Storage Procedure, qui va vérifier est-ce que il y avait un changement au niveau de la table MyComics Stable Notification ou pas. Donc il trouve qu'il y a un changement au niveau du change ID. Il a réexécuté la requête. Maintenant, si vous commencez sans changer la table, maintenant, on ne va pas changer, mais on va juste réexécuter la page. On va faire un refresh. On vérifie dans notre profiler. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir juste l'exécution de SQL Pooling Storage Procedure. Il n'y a pas l'exécution de la requête. Et comme ça, cette procédure, elle va exécuter une requête select sur la table du cache table notification. Elle va vérifier qu'il n'y a pas de changement sur le change ID. Et comme ça, il ne va pas exécuter la requête, mais il va récupérer les données depuis le cache. Est-ce que c'est clair? C'est des questions. Bon, je pense qu'on a un petit peu le cache. والبول تايم تكون طويل شويه. Il gère ça automatiquement. Bon, si c'est bon, on va passer. Voilà. Donc, si c'est clair, on va passer à la deuxième partie de l'accès aux données. C'est l'Entity Framework.
également MC, présentation, data access. Alors, la deuxième partie, c'est comment on a vu comment créer une application avec pour faire l'exploiter, pour concevoir, gestionner les ressources, objets des ressources. Mais aussi pour l'utilisation des contrôles de data, donc des vidéos, des tailles. Maintenant, on va voir comment faire un tracking opérationnel avec un système. Mais avant ça, il faut avoir une nouvelle technologie qui s'appelle Link. Link, c'est quoi? Link, c'est faire un système de requêtage. Alors, une requête SQL, c'est, on commence par quoi? Par exemple, et on peut spécifier le relais, le intervalle, etc. Maintenant, dans le schéma, on peut faire la même chose, on s'échappe. Mais on peut faire une requête select, non pas sur la table, mais sur des objets. Donc, on peut faire les mêmes requêtes SQL, mais non pas sur des tables, mais sur des objets. Que ce soit un dataset, et on parle de link, on parle de link de dataset, on parle de link objects, si on prend une collection. Si je prends une collection, je vais faire list print p est égal à view list. Au lieu d'accéder au p par une boucle, je peux remplacer la boucle par une requête select. C'est juste, au lieu d'utiliser des boucles et des boucles imbriquées, je peux directement passer par le select avec les fils. Que ce soit sur du dataset, sur du objet, sur le QSP, bien sur l'entities. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'entities. La même chose pour les datasets et pour les objets, pour les QSP. Alors, comment ça se passe? On s'échappe, on ne connaît pas logique. Donc, déjà, il faut commencer par logique. On ne commence pas par select, mais on commence par from. On crée la variable. On va accéder à l'objet. Dans ce cas, la variable, c'est file. Notre objet doit être une liste. On a une collection. Là, un type adapteur, dans le cas d'un dataset. Dans le cas, il y a un utilisateur, un objet qui va récupérer les fichiers, un système moyen organisateur. Getfiles, qu'est-ce qu'il permet de faire? Ça permet de récupérer les fichiers par rapport à un chemin. Donc, il y a accès à Getfiles de type collection. Le type file. Système.io.file. Après, on spécifie le web, c'est un nœud du web. On spécifie du orderval, c'est un nœud du orderval. Et à la fin, on termine par select. Donc on commence par from,
Et on termine par CL. Pourquoi on termine par CL? Parce que c'est là où on va spécifier qu'est-ce qu'on va renvoyer à notre variable. Ça nous est variable, ok? Qu'est-ce qu'on va retourner? Est-ce qu'on va retourner tout l'objet file? Ou alors on va récupérer juste quelques propriétés. Comme ça, c'est comme des propriétés du file. On change. Est-ce que c'est bien connu? Donc, l'objet forme, c'est un système de repérage. Il y a le langage de programmation, que ce soit C# ou VB, qui accède à une collection d'objets. Mais on fait la différence entre linked dataset, puisque double forme, donc ici, on ne va pas accéder à l'objet, mais je vais accéder à l'unique object. Parce qu'on ne connaît pas l'objet de départ. Est-ce qu'il faut pas? Quand on retourne un objet, dans une autre, on va récupérer soit un seul objet avec ça en fait. Si on doit récupérer une collection, dans ce cas, on va spécifier juste file. Et dans ce cas, on va récupérer tous les fichiers qu'on a dans les files. Si on n'a pas spécifié le requête, c'est extend. Dès que dataset, au lieu que ce soit une collection d'objets, ça sera traité par la collection. Dans le cas de l'étude entities, on va voir c'est quoi déjà entities. Et cette partie, c'est le nom d'entities. Déjà, link c'est bon. C'est clair? C'est clair, on pense à entities. Par exemple, Kubernetes. Kubernetes, c'est ce qu'il avait fait. Il permet de faire une mapping entre la chose. J'ai une base de données qui contient des tables. T1, T2. J'ai le premier champ, T champ 1, T champ 2. Et ici, j'ai T champ 22 et T champ 23. Il faut donc pour faire la partie mapping, ça me va pas. Et le dernier. La première table de la classe. Il y a le nom, le même nom de la table. Le deuxième, c'est classe. La relation. La relation, c'est de devenir une collection d'objets à l'intérieur de la relation. Ça peut devenir un champ ou ça peut devenir une collection. Maintenant, la différence, c'est que, au niveau des équipements, il nous génère le terrain soit en majuscule, soit en minuscule. La première. Là, si on a une classe qui s'appelle personne. Si j'ai une classe qui s'appelle personne, j'aurai personne, mais en même temps, j'aurai une collection d'objets qui s'appelle pas personne, et ça s'appelle, il va faire la conversion lui-même du nom. Il va le rendre en majuscule dans ce cas-là. Personne, ça va devenir une. Si on a une voiture, il va créer une classe voiture et il va créer une collection d'objets de type voiture qui s'appelle voiture avec S. C'est l'intitulé des voitures. Et il va traduire les champs vers les propriétés. Et il va jouer sur les visibilités. Il va créer les variables individuelles et les méthodes des accesseurs contenus. Comme exemple, des classes. Donc,
y a une classe générale qui englobe toutes les classes, ce qu'on appelle le contexte. Donc, le contexte, il contient les noms des classes et aussi les connexions. Ok? Voilà, ça c'est en général. Est-ce qu'il y a des questions? Indifféremment du phénomène, vous acquérez des classes à partir de l'OCA, vous acquérez une relation par information relationnelle, mais il va aussi y aller pour l'autre contexte qui va créer des méthodes d'ajout, de mise à jour, mais aussi de suppression pour chaque classe. Donc, il passe par le contexte. Mais si on veut ajouter la classe personne, on va rappeler add personne. Sinon, on dit personne, sinon, on dit personne. Voilà. Donc, l'architecture des différents est un ensemble de technologies dans le domaine, puisque derrière, il se base sur système.data et système.data.sql. Qui prend en charge le développement d'applications logicielles orientées au chiffre. Donc, il permet de créer le data model, mais le data model dans le contexte. Soit on l'appelle contexte, soit on l'appelle data model. La création entity de data model, donc les classes, ça s'appelle soit classe, soit entity. On crée des entités. Chaque classe est une entité. Le but c'est de créer, pour interroger l'entité de propriété, il faut créer une identité. Maintenant, comment on va accéder à ma classe? On va accéder via new entity. Soit via une entité, soit via l'entity de la l'entity data source. On a deux, SQL data source, Postgres data source, mais aussi les entity data source qui permettent d'accéder à nos entités. Maintenant, je vais poser une question. Oui, mais pourquoi toutes ces complexités? Pourquoi on a besoin de créer une entity? Pourquoi on a besoin de la gestion de la nouvelle, etc. Pourquoi on travaille directement avec SQL data source? La réponse est que si on veut travailler sur le créer une application entière, là où une application quantique, déjà c'est quoi la différence entre quantique et entière? C'est la différence entre la couche VL pour ajouter des informations. La couche VL, déjà la représentation VL de VL. Voilà. Data access layer. Cette couche, data access layer, ce soit choisir le métier, on peut travailler directement avec l'entité créée. C'est pour ça qu'on utilise l'entité framework et non pas système.data.sql directement pour faire une séparation de couches. Comme ça, on parle bien. Si on a une maintenance au niveau de l'entité framework, on n'a pas besoin de chercher dans le code à installer pour faire le changement. Mais on accède directement au code et faire le changement nécessaire et c'est tout. Le dispositif layer, c'est de lier directement avec le code. Et l'interface graphique est liée avec un PG. Si on fait une séparation de couches, on fait une séparation de l'élément. On peut mettre plusieurs éléments. Un groupe qui est à la partie là, un autre groupe qui est à la partie là, et un autre groupe qui est à la partie là. Donc on fait une séparation, mais en termes de chiffrage et en termes de jambes sur le code d'alphabet.
On peut spécifier HLA bien une sur le DAS, sur l'interface graphique. Maintenant, ce que vous c'est un application. Une seule couche, on ne peut pas mettre ce genre de chiffre. On ne peut pas mettre ce genre de règle. En termes de référence, si on a un problème de DAS, on sait vraiment qu'il faut substituer. Par contre, si on a une seule couche, il faut fouiller pour trouver un problème. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ce qu'on va faire, on va créer une application web. On va ajouter des couches. Voilà. Dans notre cas, on va créer juste là, entre le 2 et l'interface graphique. On va faire un exemple entre le DAL et l'interface graphique. Le DAL, on va l'appeler MyComics.DAL. Et on va générer un entity framework qui accède à la base de données MyComics. Un site web lié avec la couche DAL, on va ajouter la base de données qui va accéder à notre entity framework. Donc je vais fermer l'application précédente, je vais créer une nouvelle, fichier nouveau, projet, Windows, plutôt je vais créer une solution vite, un petit, blank solution, je vais l'appeler MyComics. Donc je vais créer une solution vide. C'est vide, oui. Démo G22. Voilà. Et là, ça sera MyComics. Entity Framework. Solution. C'est ça. Nouvelle solution. Nouvelle solution vite. Entrée. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on n'a rien comme projet. On va ajouter premièrement la couche DAL. Ajouter. Nouveau projet. Donc le DAL, c'est une DLL qu'on va générer. On va passer par bibliothèque de classe, classe librairie. Pas Visual Basic, je choisis C#, G classe librairie.
Je vais l'appeler MyComics Pandal Data Access Layer. On va générer juste l'entity framework. Donc, dans la partie classe librairie, le nom MyComics Pandal. OK. On va supprimer la classe. On n'aura pas besoin. Voilà. Et on va ajouter notre modèle. Ajouter nouvel élément. Et on va chercher Entity Data Model. Ado.NET Entity Data Model. Ce ne sera pas entity pour vous, mais ça sera entité avec un E à la fin. Et comme ça, vous aurez Ado.NET Entity Model. Voilà, le MyComics modèle. Ajouter. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose, est-ce que vous voulez créer un modèle vide ou vous voulez créer un modèle à partir d'une base de données? Comme on fait toujours, nouvelle connexion, localhost, et on choisit notre base de données, MyComics. On teste la connexion, OK, OK. Et automatiquement, il va nous générer la connexion string au niveau de fichier appconfig. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Je vais directement prendre, je chercher celle-là. Voilà, ok. Donc cette interface, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, est-ce que vous voulez sauvegarder la chaîne de connexion dans le fichier app.config? Je vais dire oui. Je vais laisser le nom MyComics Entities. Suivant. Maintenant, une deuxième interface qui nous propose quelles sont les tables que vous voulez générer. Ben, je vais lui dire générer seulement la table Comics. Je peux générer des tables, je peux générer des browsers stockés, des vues,
Donc des storage procédures qui peuvent devenir des méthodes à l'intérieur de mon contexte. Je vais générer comics et je vais cocher mettre en pluriel ou singulier les objets sélectionnés. D'accord? Comme ça, elle va me générer l'entité avec le nom comic et la collection avec le nom comics. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai premièrement l'entité qui s'appelle comic, qui contient toutes les propriétés de la table comics. Le mapping, comment ça se passe? Quand on parle mapping à objet relationnel, on voit au niveau de la table, au niveau des colonnes, les types qui vont changer vers des types C#. Si on prend par exemple le comic ID, ça va devenir une clé dans la classe comic avec le type int32. Image, ça va devenir binary. Le titre varchar, il va devenir string. Voilà. C'est la même chose en Hibernate. Vous faites apparemment manuellement la conversion entre les types au niveau base de données et les types au niveau d'objets. C'est clair? Voilà, maintenant, au niveau de collection, si on fait une propriété sur notre entité, on va trouver que le name, c'est comic, mais le entity set name, la collection, elle s'appelle comics. Est-ce que c'est clair? Voilà, maintenant on fait un build. On va faire une génération pour générer la DLL. Là, on va générer notre analyse. Les comics, c'est bon. Maintenant, vous faites une génération. Vous sélectionnez le projet de l'endroit généré pour générer la DLL. Solution MyComics Panda, bouton droit, générer. Après, on a la première couche, on va ajouter la deuxième couche, ça sera notre site web. Ajouter, new website, on s'échappe, et je vais générer un site web vide. Je vais l'appeler groupe 12 MyComics. Et là, le site, ça sera mycomics.web. Voilà. Dans ma solution MyComics Entity Framework, j'ai deux couches. La première couche DAL et la deuxième couche, notre site web. Comment on fait la liaison entre la première couche et la deuxième couche? Comment on va faire la référence? Ajouter une référence dans notre projet mycomics.dal. OK. Build. Voilà. Ajouter une référence. Parce que tu l'as vu, طيب جيت يقول وي مشيت يقول نو درتو مع مسيو Bouchara, on fait le même programme, on synchronise ensemble et on fait tous la même chose, que ce soit en 4e année ou là en 5e année. يعني إلا كتبتو عليه بحال كتبتو عليه. Voilà.
On sélectionne MyComics Standard. La première phase, c'est l'assistant positif de la source, et la deuxième phase, c'est la dernière phase. Voilà, c'est bon. On continue. On va faire OK. Et on va ajouter, premièrement, la chaîne de connexion. On va récupérer la chaîne de connexion depuis la couche dalle. Et on va la déposer à l'intérieur de notre fichier webpack-config. Pourquoi? La couche dalle ne doit pas prendre toujours en considération le fichier webpack-config. On va prendre toujours la chaîne de connexion qu'on a dans le fichier webpack-config. Donc il faut faire une copie de la chaîne de connexion vers le fichier webpack-config. Après, on va ajouter une nouvelle page default.spx et on va glisser un grid view. On va ajouter une nouvelle source de données. Et dans notre cas, ce ne sera pas SQL data source, ce ne sera pas object data source, mais ce sera entity data source. Donc, le named connection, c'est my connection entities. Et automatiquement, il me sort mon contexte, my comics entities. Je reviens en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai récupéré la chaîne de connexion depuis ma couche dalle vers ma couche web et j'ai collé ma connexion. Après, je vais faire une liaison entre mon grid view avec mon modèle. Déjà, mon modèle, on a parlé des classes. Et on a parlé de contexte. Donc, à l'intérieur de mon modèle, j'ai deux classes. La première classe, c'est MyComics Entities. C'est le contexte qui englobe toutes les classes qu'on a dans le LDMix. Donc, qu'est-ce que j'ai dans la classe? C'est un object context, c'est un contexte qui contient des méthodes et qui contient aussi des entités. Et notre entité, on n'a qu'une seule, c'est comic, qui est liée avec mon MyComics Entities qui contient les collections en comics. Donc comics, c'est une collection de type comic à l'intérieur de mon contexte. Et le nom du contexte, c'est MyComics Entities. Voilà. Donc mon grid view. Je vais ajouter une nouvelle source de données. Dans notre cas, c'est entity data source. OK. Je vais sélectionner ma chaîne de connexion. Et automatiquement, il me sort le contexte. Suivant. Le nom de mon entité, c'est comics. Je vais faire un finish. Voilà. Je lance. Et là, automatiquement, il va me ramener toutes les lignes que j'ai dans la base de données, en passant par Entity Data Model. Dans ce cas, ce n'est pas du requête SQL, mais on passe directement
par le Entity Data Framework. Je lance toujours mon profiler. Je vais faire un F5. Je vais trouver que mon Entity Framework, il va lancer des requêtes directement vers la base. Donc la requête, c'est une requête SQL. Mais c'est l'entity framework, quand on appelle l'objet, ensuite on ne va pas spécifier de requête de révolution. Pour ça, il va nous appeler directement. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on va faire des idées. Avec un modèle, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Pour le faire, on va ajouter une nouvelle page. Déjà, il faut vérifier est-ce qu'on a le système.data, est-ce qu'on a le système.data.entity. Donc, on l'a pas. Pour l'avoir, on va ajouter un entity data model vide. Pour qu'il nous génère automatiquement les DLL. Il va nous ajouter automatiquement les DLL en bas. Voilà. Donc là, je vais faire un build. Normalement, bon, je vais le supprimer. Parce que normalement, quand on va faire une requête link sur des entités, il ne va pas les prendre en considération. Jusqu'à l'ajout des DLL. Voilà, une nouvelle page. OK. Je vais ajouter un grid view vide. Et je vais passer en mode terrain pour expliquer la liaison entre le grid view et mon entité qui s'appelle Sony. Pour le faire, je dois appeler premièrement ma couche. Usine. C'est entity mycomics. mycomics panda. Donc je vais appeler ma DLL mycomics panda. Après, je vais appeler mon contexte. Mon contexte, il s'appelle mycomics entities. Contexte est égal à new. mycomics entities. Et maintenant, je vais créer ma requête link. Donc, je vais créer une variable. Je commence par from. Je crée la variable C. In contexte et je vais récupérer la collection comics. Et je fais un select C. Quand je fais C, je peux avoir mes propriétés. Je peux récupérer que le hier, quand je peux récupérer tout l'objet C. Donc, qu'est-ce qu'il va me récupérer? La liste des comics. Je vais faire grid view 1.data source et je vais le remplir avec C, plutôt avec Q.toList. Je vais faire un grid view.dataBind pour binder le contenu avec mon grid view. Je vais lancer ma page. Voilà.
Je vais lancer ma page default 2. Et dans ce cas, j'ai la liste des comics. Je vais ajouter un where. Je vais faire un where, c'est point. Qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre le grade. C'est point grade. Je vais récupérer tous les grades qui sont inférieurs à 9. Je fais un F5. Et là, j'ai que 8.5. 8.5. Je vais prendre les grades qui sont supérieurs à 9. Supérieur ou égal. F5. Donc là, j'ai 9. Et j'ai 9 plus 9,4, 9,2. Je peux ajouter tout ce qui est C point hier est égal à 2003. F5. Donc je récupère que les données qui sont supérieures à 9, supérieures ou égales à 9 avec l'année 2003. Je peux faire aussi un order by sur le title. F5. Donc là, il commence par .NET Main. Je vais prendre order by number. Voilà. Donc ça commence par 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme ça, qu'est-ce que je fais? Je maîtrise que le repli zéro. Maintenant, vous avez une autre question, comment on utilise les mots? Premièrement, en termes de rapidité. Le link, c'est le plus performant que les faits. Donc, je vous conseille, si vous êtes en projet de recherche, et si vous voulez accéder à un SQL ou un dataset, il faut mieux utiliser les mots. En termes de performance, c'est plus performant que les mots. Une autre chose, c'est en termes de référence. C'est plus visible depuis un code SQL qu'un code avec le select from where qu'un code avec des mots, des boucles de pied avec des. Je préfère voir le where que voir des ifs. Donc, même en termes de référence, c'est plus visible. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un principe de conception. On peut utiliser les lignes. Utiliser les mots ou les méthodes. Est-ce qu'il y a des questions? Tout ce qu'on peut faire en SQL, on peut faire aussi sur link. C'est-à-dire, dans le from, je peux faire du join entre les deux entités. Je peux faire des jointures. Je peux faire du join in, du join out. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, j'ai du join, j'ai du let, j'ai du group by. Je peux faire du group by. Donc, tout ce que j'ai, je peux faire du review aussi. Donc, tout ce que j'ai comme partie requis SQL, je peux le mettre sur G. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous donner un lab.